EDI, équité, diversité et inclusion. Un acronyme, 3 lettres, 3 valeurs qui ont fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, aujourd'hui encore, pour certaines personnes, ça reste assez flou. C'est quoi l'EDI? À quoi ça sert? Pour d'autres encore, c'est une menace à leurs privilèges, au statu quo. Pour moi et mes collègues, l'EDI, c'est une mission. C'est un travail au quotidien dans le but de développer les personnes, les organisations et nos sociétés de manière positive. Aujourd'hui, dans le cadre des tables rondes de l'Institut Néo-Québec, je vais répondre à une grande question qui m'a été lancée par Cyril Ecola. À quoi sert l'EDI? Est-ce que c'est le remède miracle pour lutter contre le racisme, le sexisme, le capacitisme et toute autre forme de discrimination? Pour répondre à cette question, je reçois mes invités et collègues, consultants spécialistes en équité, diversité et inclusion. Sima Bernay, présidente, fondatrice et consultante chez Bernay Consulting, dans le métier depuis 15 ans. Julie Savaria, fondatrice et Jedi Designer, Justice, Équité, Diversité et Inclusion, designer pour Masla Empathy Lab. Et Jean-Philippe Beauregard, sociologue et consultant principal chez EDI. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour. On a une grande question à laquelle répondre aujourd'hui qui nous a été lancée par Cyril Ecola. Et comme la question est vaste, on va la découper en 3 temps. Je vous propose d'abord de voir ce qu'est l'EDI, où on en est aujourd'hui au Québec, aux États-Unis et en Amérique du Nord de manière générale. Qu'est-ce qui a été fait ces 4-5 dernières années? Les bons coups, les moins bons coups? Et quel est l'avenir de la profession? Où va-t-on avec l'EDI? À quoi ça va ressembler à partir de 2025 et après? Tout va bien? On est d'accord sur le menu? Oui. Super, merci. Alors, avant de commencer, parce que la question est vaste et le sujet est deep, je voudrais remettre la table simplement. 2020, contexte de pandémie, résurgence du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis suite au meurtre de George Floyd. Et là, tous les regards se tournent vers les autorités politiques, mais aussi vers les organisations pour demander un meilleur traitement des personnes. Plus juste, plus équitable, avec moins de discrimination. C'est pas là qu'est né l'EDI. C'est né bien avant, mais à partir de ce moment-là, le volume augmente. Et suite à la pression populaire, les organisations sont contraintes finalement de s'intéresser à la question et de lancer des programmes pour contrer la discrimination au travail et les inégalités, pour faire leur part en termes d'inégalités. Depuis, on estime que des millions et des milliards ont été dépensés en la matière, dans des programmes de formation, dans des mesures pour lutter contre les inégalités. Mais on sait aujourd'hui que ça prendra encore un siècle avant de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Les discriminations et les différences entre groupes ethniques sont encore palpables et bien visibles. Et la participation sur le marché du travail des personnes en situation de handicap reste encore limitée. C'est passé quoi pendant ces 4-5 dernières années? On en est où aujourd'hui en EDI, au Québec, aux États-Unis, en Amérique du Nord? Je vous lance la question. Cette grande question. Si je peux me permettre, on peut reculer un peu dans le temps avant le meurtre de George Floyd parce que ça contribue un peu qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler, ça fait 20 ans, on parlait pas de diversité et l'inclusion, on parlait de l'équité en emploi, on parlait de l'accès et l'égalité. Alors, je crois qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ont commencé leur démarche pour être conformes à la loi. Et comme on sait, c'est pas toujours la meilleure motivation pour c'est pas ce qui est le plus en avance non plus, tu sais, la loi. C'est ça. Donc, au début, tout le monde faisait ça parce qu'on doit être conforme à la loi, mais les gens comprenaient pas vraiment pourquoi. Okay. Mais ça a quand même changé. La diversité, ça a commencé à prendre plus d'ampleur. On commençait à voir que la population change, il faut avoir une main-d'œuvre qui reflète la population aussi. Au Québec, au Canada. Mais ça, c'est juste la représentation. Après, on va à l'inclusion que, c'est vrai qu'on veut la parité homme-femme, mais si on a 50% de femmes, mais ces femmes-là n'ont pas une voix dans l'entreprise, elles se sont pas incluses, elles sont pas valorisées, on coupe les idées, ça marche pas. Donc, tout ça, je dirais, il y avait une évolution. Puis ensuite, il y avait le meurtre de George Floyd qui a tout accéléré changé. Finalement. Pour ceux qui travaillaient dans le domaine avant le meurtre de George Floyd, notre monde a complètement changé. Tu sais, avant ça, on avait des mandats, ça avançait tranquillement.
tout d'un coup, ça a explosé et, à mon avis, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient réactives, très réactives, qui ont lancé des initiatives parce que pour la première fois, ils voyaient que, on a un problème. Alors, c'était juste un peu l'historique, mais je vais laisser mes collègues rajouter là-dedans. Sima, en fait, c'était pas nouveau, mais il y a eu quand même un changement. Oui, un grand changement. Je dirais, pour moi, c'était la première fois que j'étais vraiment en demande parce que il y avait autant de demandes, tellement de demandes que ça a complètement changé Puis plus les mêmes demandes. Il y a quand même eu un approfondissement de ces questions-là. Oui, la conformité, mais là, on a demandé à mettre le cran un petit peu plus haut. Oui, puis la chose pour moi qui avait changé, puis vous pouvez rajouter, pour la première fois, j'avais formé des équipes de direction pendant 15 ans, un petit peu. C'était plus au niveau d'employés. Puis après la mort de George Floyd, tout d'un coup, c'est des équipes de leadership, des équipes... Alors ça, c'était quand même une bonne affaire parce que je pense que la haute direction a compris que, wow, si on a pensé qu'on faisait bien, mais là, on réalise qu'on a un problème, puis je ne comprends pas. Donc, ils ont pris le temps d'investir. Alors, dans les dernières 3 années, j'en ai fait beaucoup plus de travail avec les équipes leadership que j'en avais fait pendant 15 ans avant. Alors, pour moi, c'est un grand changement. Oui. Merci, Sima, d'avoir mis la table. Et je rajouterais que quand on pense au meurtre de George Floyd, par exemple, on oublie des fois aussi que ça a été celui qui a été le plus marquant parce qu'il a été filmé pendant plus que 5 minutes. Donc, voilà. Mais quand on regarde autour avant et après, et il y a eu Breonna Taylor, Ahmaud Arbery. Et après ça, ça a mis un peu la lumière aussi sur ce qui se passait au Québec en tant que tel. On pense à José Chacoan, à Joliette, par exemple. On regarde à Toronto aussi. Il y a eu beaucoup de cas comme ça qui sont ressortis. Puis donc, c'est venu un petit peu mettre en relief le fait que ça n'arrive pas juste chez nos voisins du Sud. Ça arrive aussi ici. Et donc, ça a forcé les gens à prendre une meilleure conscience, si on veut, de qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'arrive pas. Même si les communautés noires, entre autres, les communautés autochtones, à travers le Québec, en ont parlé longuement. On se rappelle, il y a un peu plus d'une décennie, la mort du jeune qui a été tué par une policière parce qu'elle se sentait en danger. Donc, ça fait vraiment longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec donc, la mort de George Floyd et puis la pandémie? C'est que ça a littéralement forcé les gens à regarder ce qui se passait parce qu'après ça, tu as eu la pandémie. Les gens sont restés immobiles. Ils ont été forcés à être témoins de la douleur, témoins de la réalité d'autres communautés que la leur, ou bien d'autres communautés dont ils ne connaissaient pas nécessairement l'existence en tant que telle, ou je devrais dire plutôt les réalités. Et donc, on a beaucoup blâmé la pandémie pour beaucoup de choses. Je pense que la pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait, dans un sens général, c'est que ça a été un catalyseur sur beaucoup d'inéquités, inégalités dans la société. Et donc, l'EDI en a fait partie. Et donc, il y a eu aussi, je pense, un sens de panique, dans le sens que, oh mon Dieu, il y a tout ça qui se passe, OK, qu'est-ce qu'on doit faire, d'où donc l'état réactif. Et puis, c'est là qu'on peut voir les compagnies qui sont restées dans un stade réactif et les compagnies qui sont passées à un stade plus au niveau introspectif, à regarder, à être en réponse par rapport à ce qui se passe parmi leurs employés et les communautés dans lesquelles ils desservent. Donc, moi, j'opère sous l'acronyme JEDI, comme tu l'as mentionné au début. Pourquoi est-ce que je mets le J avant? C'est justement parce que j'aime penser à l'EDI comme quelque chose qui est en évolution constante. Et je pense que mes très chers panélistes ici peuvent aussi en témoigner. Et j'aime avoir le mot justice en avant parce que ça force un petit peu la réflexion sur, OK, c'est un cheminement, c'est pas une destination, c'est quelque chose qui est en évolution. Donc, oui. En réflexion aussi, tu sais, justice, ça peut prendre des dimensions différentes pour beaucoup de monde, en fait. Exactement. Donc, si on pense, oui, inclusion, oui, équité, et après ça, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour aller vers la justice
comment est-ce que moi je la définis, c'est où est-ce que c'est un espace où est-ce que les barrières systémiques où il y avait des inéquités ont été résolues, si on peut, ou du moins qu'elles n'existent plus. Donc, c'est sûr que c'est utopique, c'est en progression, ça prend du temps, mais au moins, ça permet aux gens de pouvoir, de pas juste, OK, ben, j'ai fait ma petite politique et puis c'est fini. Ouais, on va en discuter ça de check the box. Juste pour récapituler ce que tu dis, puis j'aime beaucoup, parce que tu as explicité le pourquoi, j'allie toujours contexte de 2020, contexte de pandémie, Black Lives Matter. Parce que ça a été un catalyseur, comme tu l'as dit. Tout le monde était chez soi, tout le monde était sur ses téléphones. Le seul lien qu'on avait, il était virtuel finalement. Ce qui fait que ça a donné encore plus d'audience et de public à ce qui se passait déjà avant. Mais cette fois-ci, beaucoup plus de monde l'a vu. On a vu aussi que les gens étaient fragilisés, ils étaient chez eux, beaucoup moins de liens sociaux. Donc, les questions de santé mentale, la préoccupation des entreprises pour leurs employés, elle était là, elle était mobilisée. Puis ça a favorisé en fait ce mouvement vers l'équité, la diversité et l'inclusion et vers la justice. Jean-Philippe, je vais te laisser ajouter ton mot parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais que tu me dises ce que tu as envie de nous dire, mais aussi peut-être qu'on revienne sur ce check the box. Check the box, oui. Sans remonter les 15 années précédentes, ça a déjà été bien présenté par Sema et Julie, mais quand même, dans ma vie professionnelle précédente, j'étais professeur de sociologie au Cégep il y a 15 ans. Quand je suis arrivé à Québec aussi, dans la ville de Québec, j'étais à Montréal avant, mais le changement de ville m'a fait voir qu'on était dans un autre contexte. Je le savais, mais je l'ai constaté, on ne parlait pas ou très peu des questions liées à l'immigration, liées à la diversité ethno-culturelle. Et comme professeur de sociologie, j'abordais les questions liées aux inégalités sociales, de genre, ethnique, etc. Et pour les étudiants et étudiantes de l'époque, ça faisait pas de sens qu'il y ait encore de l'homophobie, du racisme, etc. de nos jours. Ils étaient un peu estomaqués de voir que ça persistait, ces discriminations. 5 années plus tard, j'ai entrepris un projet de doctorat sur la question précise, la discrimination ethnique à l'embauche en 2015 à Québec, alors que c'était pas plus sur le radar. On n'en parlait pas de cette question-là. J'avais l'impression d'être dans une autre planète un peu. C'était pas visible. À peine, c'était pas visible. Je voyais plutôt des autocollants anti-immigration, anti-réfugiés syriens à ce moment-là. Et quand j'ai commencé ma collecte de données, un événement qui n'a pas été mentionné et qui nous a marqué beaucoup dans la ville de Québec, c'est la tuerie qu'il y a eu à la Grande Mosquée de Québec. C'est quelque chose qui a vraiment amené aussi, sans que ce soit nommé, étiqueté comme EDI à ce moment-là, un événement qui a montré aux gens que même à Québec, une ville ultra sécuritaire, blanche, où tout est tranquille, qu'on est dans un gros village, il y avait le danger qu'il se passe quelque chose comme ça chez nous. Et je pense que ça a vraiment aussi mis sur la carte la possibilité qu'il y a des enjeux qui dégénèrent comme ceux-là. Et quelques années plus tard, à la fin, quand moi je présentais les résultats de ma thèse, j'ai soutenu à l'été 2020, quelques jours après la mort de George Floyd. C'est devenu, à ce moment-là, j'étais dans les médias à discuter parce que ça venait de devenir à la fin, alors qu'au départ, ça n'était pas 5 ans plus tôt. Et dans les années qui ont suivi, c'est un essor de l'EDI lié au contexte de la pandémie, lié à la convergence des luttes, en fait. Pour moi, des convergences des luttes sociales, ça a été nommé Idle No More, Black Lives Matter, Me Too, d'autres luttes qui ont... Puis pour moi, c'est comme ça que je l'explique généralement. Avant ça, ça se passait surtout dans la société civile, puis bon, des mesures gouvernementales un peu, mais ça a fait un saut assez important dans les organisations, dans les entreprises, où là, on s'est emparé de ces questions-là pour sensibiliser les gens, pour recruter, on ne va pas se le cacher, il y a un enjeu aussi très pratico-pratique du côté des entreprises de se conformer aux lois. Et tranquillement, dans les 5 dernières années, au-delà du fait qu'effectivement, des fois, tu as l'impression que tu te fais approcher pour donner une formation pour qu'on puisse cocher et passer à d'autres choses, comme si une formation, en tout cas, ça c'est une croyance largement répandue, souvent inconsciemment, qu'une formation vient régler des problèmes. Mais si on ne met pas en place d'autres mesures pour s'assurer que les choses soient faites, bien, on donne un coup d'épée dans l'eau. Par contre, ce que je vois depuis quelques années, que je suis consultant en EDI, c'est que de plus en plus, c'est entrevu d'un point de vue stratégique. Les entreprises voient la nécessité de s'intéresser à ces questions-là, pas juste pour avoir un discours de façade, mais pour vraiment entreprendre des changements au niveau des procédures, des pratiques et de leur culture, dans leur culture organisationnelle pour apporter des changements durables. Oui. Et ça, tu vois, je trouve qu'avec ton profil de sociologue, tu as nommé des choses hyper intéressantes. La première, c'est que moi, je faisais ma thèse, mais ça s'appelait pas EDI. Parce que, lui aussi, c'est ce que tu mentionnais, c'est pas que ça. Derrière, il y avait des réels problèmes, il y avait des discriminations, il y avait des réalités qui étaient vécues, qui étaient invisibles des autres,
Puis là, on est venu accoler ce sigle. Puis aujourd'hui, on en parle de partout, EDI, tout ce qui est relatif à la santé mentale, EDI, tout ce qui est relatif aux discriminations, EDI. Et même si ça a commencé par l'aspect sociétal, racial, intégration des minorités ethniques, on en a beaucoup parlé, on a vu qu'avec l'EDI, il y avait d'autres minorités qui étaient englobées. On a commencé non, mais le discours est parti des différences raciales, puis il a bougé vers aussi les personnes de la communauté LGBTQ+. On a reparlé des inégalités hommes-femmes et on a inclus les personnes avec la neurodivergence. Aujourd'hui, il y a beaucoup le check the box et il y a les façades. Mais le travail derrière, c'est quoi la part des entreprises qui jouent vraiment le jeu, celles qui ont compris, qui deepen le travail? Et c'est quoi la part des personnes qui est encore très en surface et qui n'a pas compris le problème réel? Ces choses qu'on ne voyait pas avant mais qui existent. C'est quoi le lien entre la problématique et les organisations, finalement? Je vous écoute là-dessus. C'est des questions très profondes. Mais je dirais, à mon expérience au Québec, qui joue le jeu, moi, j'ai observé, puis peut-être vous pouvez me corriger si mes observations ne sont pas justes, j'ai trouvé une différence entre Québec puis le reste du Canada dans le jeu de jeu, puis aux États-Unis. Le Québec, c'est sûr que ça a pris un peu plus longtemps. Il y a d'autres entreprises dans le reste du Canada qui ont avancé un peu plus rapidement, même dans les autres années. Mais au Québec, j'ai trouvé que les entreprises qui veulent vraiment faire une différence ont pris le temps. Comme même après George Floyd, je dirais, j'avais plein de travail le reste du Canada, mais au Québec, c'était comme, OK, on veut bien camper notre stratégie, ça prend du temps. Donc, c'était moins le jeu de jeu où les entreprises feraient rien. C'est comme un ou l'autre, à mon avis. Et j'avais eu moins de check the box. Compris le lien entre voici ce qu'on fait, OK, un check the box, voici les implications pour nos employés, leur communauté, leur population. Parce que entre il y a des meurtres de personnes et OK, je fais une formation. Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre l'intention et l'impact. Donc, je pense que qu'est-ce qui a changé que je pense que beaucoup d'entreprises ont compris qu'il faut faire quelque chose et ils sont très bien intentionnés. Mais je dirais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire entre bâtir une stratégie et vraiment avoir une culture qui transforme. Alors souvent, avec l'autre direction ou les gestionnaires, ils sont très bien intentionnés. Ils veulent dire, OK, on a un problème, on veut le régler. Mais ils comprennent pas que la diversité, pour moi, c'est un travail très personnel. Tu sais, on va jamais rien changer si chacun de nous examine pas nos propres préjugés, notre privilège. Et c'est ce travail personnel que des fois, on prend pas le temps de faire. Et si on le fait pas, ça devient très transactionnel. Donc, on peut tous écrire des politiques. En fait, avec l'intelligence artificielle, là, ça va être de plus en plus facile de dire comme faites-moi une politique inclusive sur la rémunération. Ça c'est pas la partie difficile. La partie difficile, c'est l'exécution, puis aussi de faire comprendre aux gens que votre comportement à chaque jour, c'est ça qui va transformer la culture. C'est bien beau d'avoir une politique, mais si vous comprenez pas vos privilèges, si vous comprenez pas l'impact de toutes vos actions, vous pouvez pas bâtir cette sécurité psychologique. Alors, des fois, oui, ça devient un peu check the box, peut-être pas mal intentionné, mais il y a beaucoup de travail sur le côté personnel parce que on est des êtres humains. C'est vraiment ce travail personnel que j'essaie d'encourager. Tout le monde, on le fasse tout. Nous, on travaille tous dans ce domaine. Je suis sûre qu'on est toujours en mode de réflexion de nos propres préjugés, de nos propres identités. C'est nécessaire. On peut pas faire ce travail-là. Alors, c'est cette partie-là il faut vraiment que chacun se responsabilise de ce travail-là. Puis c'est ça l'enjeu pour moi, en fait, dans ce travail-là. C'est une prise de conscience réelle et personnelle en premier lieu, pour ensuite le faire découler. C'est ça. Mais il n'y a pas une ligne d'arrivée, comme on a dit. Tu sais, on est toujours en train de travailler ça. Alors, c'est ce parti-là il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Et c'est là où, des fois, les gens ne vont pas nécessairement investir là-dedans, de vraiment travailler sur eux-mêmes et tout ça, mais c'est ça que ça prend. Merci, Séma. Jean-Philippe?
Oui. Ce lien-là? Absolument. Ben oui, ben en partie, je pense que Selma a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est un travail d'éducation, de sensibilisation, d'apprentissage qu'on peut mettre l'accent sur à titre individuel, mais c'est collectif aussi. Puis cette prise de conscience-là, je pense qu'elle doit être amenée, élargie avec quelques personnes qui sont en position d'influencer les autres en milieu de travail, de donner l'exemple, d'avoir des leaders qui vont vraiment prendre des engagements concrets. Parce que souvent, on est dans des souhaits. Désolée, je te coupe, on a un nouvel élément. Tu as dit une prise de conscience, puis là, tu emmènes le curseur aux prises de conscience, mais des personnes en position d'influence. Oui. C'est très important. On peut le voir dans les organisations où il y a vraiment, où ça avance en lien avec l'EDI. Si c'est seulement de dire, ben, on veut une formation, on veut sensibiliser les membres du personnel à ces enjeux de discrimination, on veut amener des mesures qui vont favoriser le vivre ensemble aussi. Pour moi, on y reviendra sans doute. Pour moi, c'est vraiment important de mettre l'accent sur ça. C'est pour tout le monde qu'on fait ça. C'est pas pour des minorités de personnes. Au contraire, c'est pour l'ensemble de la société et l'ensemble des organisations. Mais je pense que c'est très important qu'il y ait ce déclic-là, que ça vienne, qu'il y ait un lien en haut, qu'il y ait un engagement de la haute direction, puis qu'il y ait un calendrier pour dire, bien, écoutez, oui, ça va prendre des ressources, premièrement, parce qu'il faut engager des gens, il faut peut-être faire affaire avec d'autres personnes pour venir nous aider, parce qu'on n'a pas l'expertise à l'interne, puis ça demande des efforts. Puis c'est peut-être ça aussi qui rebute les gens en partie, c'est un engagement. Il faut mettre des efforts comme il faut mettre des efforts dans des relations en général. Mais de ce côté-là, je pense que c'est un autre élément qui est peut-être plus sensible, c'est qu'effectivement, tu le nommais au départ, Michel, il y a des gens qui se sentent attaqués quand on parle de DI, puis on a à peine dit quelque chose. Je l'ai vécu moi-même, juste en parlant de discrimination. Les gens, tu n'as pas pointé personne du doigt, tu n'as même pas utilisé le mot. Le mot privilège, c'est que ça fait peur. Exactement. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur des notions comme ça. Puis, pour moi, ce qui est vraiment la clé, c'est de réussir à créer ces espaces de discussion, ces espaces d'apprentissage. Comme on est dans une classe, la même chose, de créer l'environnement qui est propice à échanger, à nommer des mots, à faire des erreurs, puis à dire « Ah, OK, non, on veut comprendre cet élément-là plutôt qu'un autre. » On y va petit pas à la fois pour progresser de ce côté-là. Des petits pas. Julie, est-ce qu'on les voit, ces petits pas? Est-ce qu'il y a ces espaces dont Jean-Philippe parle? Je dirais oui et non. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'on utilise très, très mal aussi ces mots. Il y a on les surutilise et on ne les comprend pas non plus. Ah, je suis d'accord. Quand je fais des formations, je passe au moins 1 heure juste sur le mot diversité. Parce que les gens vont parler de diversité comme chose qui est différent. C'est les autres. C'est les autres, c'est ça. Sans comprendre, comme vous l'avez déjà mentionné, sans comprendre que la diversité, en fait, tout le monde fait partie de la diversité. Après ça, il y a des problèmes de représentation, certes, mais tant que les gens continuent à dire, par exemple, personne à la diversité ou engager de la diversité. Oh, ça me gosse. Ça veut dire quoi? Je veux embaucher quelqu'un de la... On veut embaucher de la diversité. Mais OK. Non, mais c'est ça. Donc, tant qu'on utilise ça, on vient automatiquement mettre des écarts de pouvoir, des dynamiques de pouvoir qui vont être complètement différentes et ça va venir déséquilibrer le tout. Déjà, ça, c'est un. La deuxième chose, oui, le travail personnel, mais il faut aussi se rendre compte qu'on est dans une société qui ne nous apprend pas à aller vers soi. On ne nous apprend pas non, mais c'est vrai. On ne nous apprend pas à reconnaître c'est quoi nos émotions. Je connais tellement de personnes qui ne peuvent pas rester avec leur culpabilité, leur honte, leur colère, etc. Mais si tu ne peux pas accéder à ces émotions-là, c'est impossible que tu vas accéder aux autres aussi. Non seulement ça, mais tu ne vas pas pouvoir les reconnaître vers les autres non plus. Donc, quand on parle de se mettre face à un miroir devant soi, si on n'est pas capable de pouvoir accéder à tout ça, c'est sûr qu'on va être dans un mode plus d'évitement. D'évitement, oui, c'est une problématique qui viennent nous chercher. Exactement, d'évitement. Et puis, ce qui en découle après, c'est des gens qui vont dire « Oui, non, je sais. » Je sais pas, mais non, je nie presque le problème et la problématique. Je nie des fois, mais aussi, ça peut être « Je sais,
donc j'ai pas besoin d'en apprendre plus, ou bien des gens qui pensent qu'ils savent, mais ils ne le savent pas vraiment. Mais Ouais. c'est ça qui est drôle, c'est parce qu'on a parlé de la nécessité de le comprendre réellement. Puis tu le dis, je commence mes présentations, je commence mes formations en passant au moins 30 minutes à expliquer diversité, équité et inclusion, c'est quoi? Puis je vais vous demander de me citer un, deux, beaucoup des bonnes choses que vous avez vues ces 4 dernières années. Et les moins bonnes choses, qu'est-ce qui a un peu amené la profession au pushback, au backlash qu'elle subit aujourd'hui. Soyez pas timide, là, ça fait un moment qu'on est ensemble. Beaucoup, là. Bonne pratique que vous avez vue dans une organisation. C'est quoi, là? Peut-être que je peux commencer. De ce que j'ai vu, oui, on connaît toutes des organisations qui ont de bonnes intentions, mais celles qui vont vraiment faire le travail nécessaire et qui va être durable dans le temps, qui va vraiment être transformationnel à la fin de la journée, c'est les gens qui peuvent vraiment reconnaître non seulement l'état des lieux, donc dans leur pays, donc OK, donc oui, il y a du racisme, oui, il y a la discrimination, oui, il y a le... On va dire genre, non, racisme systémique, jamais. Exact. Ouais. Oui, ça existe au Québec, ça existe partout dans le monde. Mais encore plus loin, je trouve que les organisations qui ont une lentille décoloniale vont encore plus de l'avant parce qu'elles vont encore plus loin parce qu'elles comprennent qu'il y a un legs, un héritage de l'histoire. On connaît des organisations qui sont dans cette démarche décoloniale. Ouais, bravo. J'en ai 2 en tête et il y en a d'autres qui commencent à explorer donc cette facette-là. Donc, par exemple, si on est au Québec, reconnaître sur quelle terre on est, absolument primordial. On ne peut pas marcher dans le Québec sans connaître les territoires des premiers territoires. Est-ce que c'est quand je fais mon discours de reconnaissance territoriale? C'est-à-dire savoir le nom, savoir c'est quoi la langue, au moins être curieux. Ça ne veut pas dire être un expert en histoire, mais au moins savoir que on est sur un lieu qui a connu un génocide culturel et puis physique. Tu lances les mots, là? non, mais parce que je pense que les gens pensent des fois que oui, l'EDI, c'est du pelletage de nuages, c'est tout ça. Mais non, il y a comme les organisations qui le font bien et qui le font à fond, c'est qu'elles y vont à fond aussi. Après, ça ne veut pas dire que ça a été fait comme ça. Ça a pris plusieurs années. Ça a pris la prise de conscience avant d'arriver à ce point. Est-ce que finalement, les organisations qui réussissent le mieux, c'est pas celles qui sont les plus lentes, celles qui se sont pas précipitées en 2020, mais qui ont vraiment réfléchi à leur démarche et qui sont peut-être au début, qui ont peut-être pas fait grand-chose, mais qui l'ont fait bien, ce qu'elles ont fait? Je dirais qu'ils ont fait les choses avec intentionnalité et qui n'ont pas voulu prouver à qui que ce soit que c'était les meilleurs de la classe, par exemple. Puis ils ont probablement commencé avant 2020 aussi, là, parce que peu importe, même si vous êtes très, très bien intentionné dans l'entreprise, on peut pas défaire des décennies de discrimination systémique dans notre... Comme ça prend du temps. Mais ce que j'ai rajouté dans les clients qui se démarquent, pour moi, c'est vraiment les entreprises où l'équipe de leadership, puis ceux qui sont en pouvoir, qui ont le privilège, qui comprennent vraiment leurs privilèges, puis sont des vrais alliés. Puis quand je dis ça, écoute, c'est des compagnies où l'homme blanc, j'en ai quelques-uns que le président, c'est un homme blanc. Puis souvent, les hommes blancs, dans ces rôles-là, je leur entends, ils vont dire comme, je me sens attaqué, je veux être un allié. Tu sais, comme je comprends, il y a une défensive, ils peuvent être sur la défensive, mais il y a certaines entreprises que cette personne-là est le meilleur allié. Puis les autres autour, j'ai une entreprise où il y a 2 femmes noires sur l'équipe exécutive, puis elles parlent de le président comme c'est le meilleur, c'est la personne qui nous appuie le plus. Et quand j'entends ça, je sais que parce que veut pas, cette personne-là a le plus d'influence. Il a le plus d'influence. Puis il utilise cette influence parce qu'ils comprennent vraiment. Alors, les entreprises où les gens comprennent vraiment leurs privilèges, peu importe d'où ça vient, et sont prêtes à agir et influencer les autres, qu'ils comprennent qu'il y a ce voie-là pour l'influencer, c'est là que ça change. C'est là qu'il faut aller chercher. Alors, en fait, quand les hommes blancs me disent comme je me sens pas partie de la diversité, je dis comme non. Je fais une partie.
on a besoin de vous, là. C'est vraiment, si on veut changer les choses, c'est le contraire, là. Vous avez une responsabilité. Puis si on peut aller chercher cet appui-là, c'est ça que ça change. On peut pas le faire en silo. C'est pas de l'autoflagellation parce que, tu sais, dans les détracteurs, dans le back, c'est ceux qui adorent s'autoflageller. Non, c'est pas de l'autoflagellation. Non. Je suis confortable dans mon inconfort. Exactement. Je veux pas, c'est moi qui ai le pouvoir. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc, j'ai aussi le pouvoir de faire les choses autrement et de faire. C'est ça, d'être positive là-dedans. Je dis comme, je comprends qu'on a tous cette crainte de dire comme, j'ai un privilège. Nous aussi, on a tous des privilèges dans certains domaines de nos vies. C'est juste de le reconnaître, mais de pas voir ça comme mauvaise, mais de vraiment voir ça comme, OK, je suis née avec ces privilèges-là. De la même façon que je peux pas changer le fait que je suis une femme de couleur, là, un homme blanc peut pas changer le fait que c'est un homme blanc. OK, je l'assume. Qu'est-ce que je peux faire? Puis j'essaie de montrer que c'est positif. Tu sais, c'est bien parce que là, tu as l'influence. Vous pouvez changer les choses. Alors, les entreprises qui comprennent ça, pour moi, c'est les entreprises qui font des changements. Ça me fait rire parce que souvent on dit, la victimisation, les personnes des minorités, il faut arrêter la victimisation. Mais c'est la même chose pour, au final, ceux qui ont des privilèges. Arrête de se victimiser. Fais quelque chose. C'est ça. Vous avez une belle opportunité. On va essayer d'être positif. En fait, il ne faut pas voir ça comme un compromis. Exact. En fait, il faut juste voir ça comme, des fois, ça peut être, il peut y avoir une priorisation sur certaines choses. Donc, pour pouvoir rééquilibrer, si on veut, un petit peu le système. Mais en général, quand on regarde ces groupes prioritaires, entre guillemets, c'est pas pour toujours, c'est temporaire. Juste le temps de rééquilibrer la chose. Donc, mais je veux entendre l'homme blanc. On continuerait dans le même sens que ce que disait Sema tout à l'heure. Les personnes alliées sont essentielles dans les organisations. De le faire comprendre à des gens qu'on étiquette comme hommes blancs qui sont souvent dans des postes de pouvoir, c'est un levier très important pour faire avancer la cause puis influencer à l'interne. Puis moi, ce que je vois comme bon coup, les organisations avec lesquelles j'ai pu travailler, puis au-delà de cette question de leadership, je pense que c'est des organisations qui ont l'audace de se placer dans une position vulnérable pour dire on veut vous engager pour que vous veniez faire un diagnostic pour nous montrer c'est quoi qu'on a comme enjeu à l'interne, mais aussi c'est quoi qu'on a comme bonne pratique, c'est quoi qu'on a comme enjeu ou problème un peu plus profond, etc. Mais on veut être capable de le cibler avant de se lancer dans des démarches où on va cibler peut-être une formation. Nous, c'est le réflexe qu'on a souvent, c'est dans notre approche, mon partenaire et moi, de dire, bien, on peut faire la formation que vous nous demandez, mais ce serait beaucoup mieux de dire, écoutez, on va prendre le temps. On va prendre le temps d'apprendre à établir un lien de confiance. On va prendre le temps à sonder les gens, à interviewer des gens des différents niveaux hiérarchiques dans votre organisation pour être capable de dire, bien, voici ce qu'on observe et à partir de ça, voici ce qui serait plus approprié de faire maintenant. Votre formation, était peut-être intéressante, mais au lieu de la faire pour tout le monde, peut-être pour les gestionnaires, un autre plus pour sensibiliser les gens de manière générale, puis peut-être développer des outils en même temps ou d'accompagner les dirigeants, dirigeantes. Là. Parce qu'on l'a dit, c'est un cheminement, alors que souvent les gens nous demandent de venir avec une recette miracle, une liste de courses, qu'est-ce que je dois faire? Non, mais où t'en es, qui es-tu, puis quels sont les pas que tu peux poser, qu'est-ce que tu peux mieux faire? Pas tout simplement, qu'est-ce que... Et le mot vulnérabilité, là, ça c'est, merci de le dire, c'est le clé, là. Tu sais, c'est comme si le côté personnel aussi, de nous mettre vulnérables, et comme organisation, de réaliser qu'on n'est pas parfait. Donc, tu sais, un autre message clé, c'est comme l'inclusion, ce n'est pas la perfection. Et quand on vise la perfection, tu sais, on veut une recette magique, on rentre dans les entreprises, dis-nous quoi faire. Exactement. On va, juste ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on va jamais avoir une société, une entreprise où on fait pas d'erreur, qu'il y a aucune discrimination parce qu'on a tous des préjugés inconscients. On va se tromper. Il n'y a pas une place où on va jamais commettre une microagression. On les fasse tout le temps parce que c'est impossible pour moi de connaître toutes les dimensions de diversité de quelqu'un. Puis je peux être, moi et Julie, on est des femmes. Michel, tu sais, ça veut pas dire qu'on veut tous le même traitement. On peut dire quelque chose à toi, ça me pousse. Il n'y a pas de perfection. Donc pour moi, l'inclusion, c'est un milieu où on peut avoir la conversation, qu'on peut être vulnérable. C'est ça qu'on doit viser, pas la perfection, parce que sinon, on entend tout le temps, on peut rien dire. Tu sais, c'est comme le cancel culture. Tu sais, c'est ça qui nuit à les efforts parce qu'on veut une perfection. Il n'y en a pas de perfection. On est des êtres humains. Donc, si on comprend ça, je pense qu'on enlève la culpabilité, on peut avoir les discussions. C'est là qu'on peut faire des progrès. Mais si on vise la perfection, ça marche jamais.
On s'est brossé dans le sens du poil, on a dit ce qui est beau, ce qui va bien, ce qu'on peut faire de mieux. On a rassuré tout le monde. On vous demande pas la perfection, c'est un cheminement. Bon. Il s'est passé des tas de choses là, ces 4-5 dernières années. Et je peux vous faire déjà ma liste de choses qui... D'abord, je vais dire ce qui va. Moi, je trouve qu'on a, aussi lent et aussi slow que ça puisse être, on a quand même avancé. Moi, j'ai vu une ribambelle de personnes aux profils différents popper sur des conseils, dans des émissions, dans des concepts. Et c'est peut-être d'une certaine façon du tokenisme, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, mine de rien, il faut commencer quelque part. Exactement. Et ce changement de paysage a fait du bien. Maintenant, il s'est passé des tas de choses qui sont vraiment regrettables, puis on va pointer personne du doigt, ça s'est passé. Mais je vous écoute sur vos moins bons coups, puis je rajouterai les liens si vous les avez pas cités. Vous pouvez commencer par toi. Les moins bons coups. C'est comme lequel choisir. Oui, c'est ça. Quand c'est négatif, on est toujours plus content. C'est une très bonne question. Je reviendrai sur ce que je disais précédemment. Répondre à la demande sans remettre les choses dans le contexte, en perspective, puis prendre le temps de se mettre à nu, en quelque sorte. Je poursuis avec ce que je disais. Je pense qu'au-delà de la vulnérabilité, il faut aussi avoir l'humilité et dire, on va nommer ce qui ne fonctionne pas bien, puis on va donner l'exemple, il faut en parler de ces choses-là. Si on ne le fait pas, on se met la tête dans le sable. On ne peut pas faire comme si on était parfait, comme si on était déjà dans des milieux de travail qui sont inclusifs. C'est l'idéal vers lequel on tend quand on met en place des mesures en EDI, cet idéal d'inclusion. Mais dans les faits, si on part puis qu'on est convaincu qu'on fait déjà tout bien, comment on peut progresser? Comment on peut se donner des objectifs à atteindre? Comment est-ce qu'on peut voir nos angles morts? Est-ce que c'est la posture d'un certain nombre d'organisations aujourd'hui de « je fais tout bien, j'ai rien d'autre à faire ». Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des organisations qui ont cette posture-là. Mais... parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. On voit peut-être une diversité dans les photos, le CA, etc., des organisations, puis un discours, mais après ça, on ne va pas plus loin nécessairement, puis souvent, ça sert de voile un peu. Performative, on dit une performative alliée. C'est ça. Oui, beaucoup de performative. Oui, il y a des belles stratégies qui se font, là, c'est ça, mais... Récemment, j'ai parlé avec une compagnie, puis il me dit, on fait ça, c'est super. Puis je dis, puis votre haute direction, qu'est-ce que là, on voit que, OK, ils ont tu sais, comme il y a certaines lacunes, c'est des bonnes affaires, mais ils n'ont pas vraiment allé plus profondément là-dedans. Mais moi, je dirais, côté personnel, les erreurs que peut-être moi j'ai faites, c'est au début, tout a explosé, puis les gens, ils vont me contacter, on a besoin d'informations. Puis des fois, je faisais pas assez mes devoirs, puis je me suis mis dans des positions d'être attaqué parce que il y a une personne RH qui dit, on a besoin d'une formation. Non, c'était pas une formation que tu avais besoin d'une intervention de performance parce que vous avez une culture toxique. Tu sais, des fois, j'ai appris avec le temps de poser beaucoup plus de questions. Vous êtes rendu, c'est quoi les enjeux? Parce que des fois, vous réalisez qu'il y a quelqu'un qui pense, on va faire un petit, on doit sensibiliser les différences culturelles. Mais pourquoi? Parce qu'on a des gestionnaires qui ont dit des choses racistes. OK, wow. Tu sais, ça, c'est pas une formation. Ça, c'est une intervention. Ou une médiation. Là, je fais appel à Julie. Donc, c'est comme de vraiment bien questionner parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été très réactives. Puis, il y avait aussi cette affaire de diversité fatigue, là, que même avec des bonnes intentions, j'avais des compagnies qui disaient, on va faire une formation à toutes les semaines. Ça prend du temps pour mijoter. Tu sais, quand on parle dans ces diversités, quand on prend 1 heure juste pour parler c'est quoi la diversité, ça prend du temps pour mijoter. On peut pas parler de nos propres privilèges et tout ça. Des fois, les gens sortent et ils sont comme, wow, tu sais, mais ils ont besoin de temps pour mijoter tout ce qu'ils ont appris, puis le tester et ensuite peut-être retourner, c'est un cheminement. Mais il y en avait des compagnies qui faisaient comme trop rapidement, puis les gens doivent travailler aussi, on comprend, là. Ils ont quand même un travail à faire régulier dans leur job, là. Ils peuvent être en formation tout le temps. Donc, ça aussi, ça n'a pas aidé, je pense. C'est poser un pansement sur une main coupée, là. Mais c'est ça, exactement. Ça n'a pas été. Moi, je pense que, en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, je suis comme, non, je ne vais pas passer là-dessus. Mais moi, quelque chose qui m'est encore plus flagrant en cette année, c'est la façon dont les gens ont pris la vague EDI post-2020 comme un mouvement opportuniste de revenus.
Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui faisaient autre chose très, très bien et qui se sont convertis en spécialistes EDI. Et malheureusement, malheureusement, c'est des fois des gens que des compagnies connaissaient. Des compagnies se sentaient plus à l'aise, entre guillemets, avec ces personnes-là. Alors, donc, qu'est-ce que ça a créé? C'est que ça a créé des personnes qui ont causé beaucoup de tort à l'intérieur des compagnies, qui ont causé ou qui ont renforcé des traumas à l'intérieur des compagnies et des blessures parce que, honnêtement, ils ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient, à part le petit cours qu'ils ont suivi sur Internet ou le petit certificat. Alors que oui, je pense que c'est une bonne base. J'ai absolument rien contre ces certificats-là, mais il y a aussi une composante de personnalité. C'est pas tout le monde peut faire ce travail-là. De connaissance aussi. De connaissance, oui. C'est pas parce que tu as un cas vécu de discrimination que vous êtes bien pour faire ce travail-là. Exactement. Donc, c'est comme toute profession, ça demande aussi certains traits de caractère parce que c'est pas facile de pouvoir être dans une salle et de pouvoir répondre à des personnes qui ont probablement été traumatisées, à des personnes qui en ont ras-le-bas. Il y a des gens qui ont envie de te crier dessus. Donc, il faut que tu sois un petit peu un peu en médiation, négociation, éducation, facilitation, consultant, coach des fois. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça dans les deux premières années. J'en ai vu beaucoup des gens et puis on a parlé avec d'autres collègues, on était comme « Oh, je ne sais pas, cette personne-là devrait aller là-dedans. » Il y a eu la précipitation des organisations, mais aussi des personnes opportunistes, bien intentionnées, mais qui finalement ont peut-être fait plus de mal que de bien parce que pas forcément bien équipées pour attaquer ce gros problème, ce gros sujet. Puis aujourd'hui, est-ce que avec le backlash, c'est pas les aftermath de ce qui s'est passé? Oui, non, tout à fait. De toute façon, on peut le voir. Les personnes qui ont causé un petit peu ce mouvement, cette précipitation opportuniste, ils ont fait un pivot. Oh, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Qu'est-ce qui t'arrive ça? Ils sont plus là. C'est ça, ils sont plus là. Donc, en fait, moi, je regarde beaucoup les choses de façon systémique, comme les choses à long terme, les tendances. Parce que l'histoire nous apprend beaucoup, oui, mais aussi regarder autour de nous, dans nos cercles, qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge. C'est encore plus fascinant et important. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Vous en avez cité pas mal de ce que je voulais dire, la précipitation, vouloir aller super vite, pas être équipé pour relever le défi. Moi, je vois aussi, je pense à toutes ces femmes noires, notamment en position de pouvoir, qu'on a jeté là, vas-y, fais-le, et qu'ensuite on a balancé par-dessus bord quand on a senti le vent tourner. Tu viens de nommer, en fait, un des problèmes qu'il y a, c'est de penser qu'en nommant une personne qui a le chapeau de l'EDI, bon, des fois deux, des fois une conseillère, des fois une personne responsable, que ça va régler en 2 ans, qu'on va pouvoir régler le problème, alors que le reste de l'organisation se déresponsabilise. Mais au même titre que quand tu fais du travail d'équipe, si on est dans une équipe de 4, chacun a sa responsabilité pour aller dans la bonne direction, pour travailler au sein d'une organisation, pour faire rendre les milieux davantage inclusifs. C'est ce que ça prend. Il faut que tout le monde sente qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, alors que des fois, des fois aussi, c'est de se doter d'une politique. Il y en a qui disent « on commence avec une politique, mais peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire. Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous ne commencez pas par… » Pas de questionnement. Oui. Pour ça, pas de questionnement. Non, les autres font ça. Les autres font ça autour de nous. Une politique, un conseillère, on a Puis 2, 3 c'est drôle enfants. parce que le taux de roulement, les études démontraient le taux de roulement dans ces rôles de EDI était plus élevé. Tu sais, les personnes restaient peut-être 1 an, 2, et on le voyait sur LinkedIn, ça change tout le temps parce que, comme vous avez dit, c'est comme… On veut que cette personne-là fait tout. Puis si vous avez jamais vu des affichages pour ces postes-là, là, c'est absolument ridicule. Là. On demande tout. Magicienne, changement, analyse de données, coaching, quelqu'un qui peut former, bilingue, 100%. Tu sais que c'est comme… C'est impossible qu'une personne peut faire tout ce travail-là. Alors, c'est sûr que ça aussi, ça contribue à cette backlash là qu'on voit parce que les entreprises, j'ai mis plein d'argent, j'ai embauché cette personne-là, puis on n'a pas de résultat. Donc, c'est sûr que ça marche. Ça contribue à décrédibiliser, en fait, le travail qui est fait. Exactement. Est-ce qu'on a mis trop d'attente sur l'EDI? Mais la personne EDI, oui.
C'est ça. Parce que ça doit être intégré dans tout. Idéalement, c'est quelque chose... Je vous donne une anecdote. Quand j'ai commencé mon premier rôle, j'étais une conseillère équité et emploi diversité. Et puis, j'étais la seule. Ça, c'était en 2003. Mais à un moment donné, j'ai transféré en recrutement, puis j'étais la conseillère diversité en recrutement. Puis à un moment donné, un de mes collègues voudrait que mais j'aimerais que toi, tu fais les entrevues avec les minorités visibles pour tous les postes. Donc, tu sais, c'était comme, on était vraiment silo. Ça n'a pas passé parce que, puis maintenant, ça a changé, là, tu sais, comme tous les recruteurs comprend c'est quoi la diversité, comprend les objectifs, mais parce que ça s'est devenu intégré. On n'est pas là encore, mais ça doit être intégré. À un moment donné, on n'aura pas besoin d'un spécialiste EDI parce que ça serait intégré dans tout ce qu'on fait tout le temps. Mais on n'est pas là encore. Ça, c'est l'avenir. C'est ça, c'est l'avenir, mais on n'est pas là encore. Juste pour faire du pouce avec ce que tu viens de dire, c'est moi, un des problèmes qu'il y a en EDI, puis des fois, c'est pas nécessairement compris, c'est de mettre l'accent sur la diversité, puis d'oublier, en quelque sorte, que tu as beau recruter les gens, de plus en plus diversifier ton recrutement, mais si après, tu fais rien pour changer les pratiques, les procédures, le fait que tout le monde puisse se sentir accueilli, peut se sentir justement qu'il va passer le restant de sa vie active dans le milieu de travail. Si tu ne fais pas ça, bien, les gens repartent. Puis tu mets l'accent sur ce qui est le plus visible, ce qui demande le plus d'efforts. On revient à ça. Travailler sur l'inclusion, c'est beaucoup plus difficile et ça se fait à long terme. Il faut mettre l'inclusion avant les efforts de diversité. On veut ça. Il faut mettre l'inclusion avant les efforts de représentation au sein des compagnies parce que aussi, ça, c'est des chiffres. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils ont des attentes de 2-3 ans, c'est que ça prend 2 à 4 ans pour une entreprise avant de pouvoir voir des résultats de leur pratique équitable. Et ça peut prendre jusqu'à de 8 à 10 ans pour voir un changement au niveau organisationnel, institutionnel, systémique. Oui. Comme ça, c'est les chiffres. C'est comme... Exact. Mais je pense que finalement, la bonne chose, puis ça nous amène sur le dernier segment de notre discussion et de notre réponse. Tout ça a amené vers, OK, on peut faire l'examen aujourd'hui de tout ce qu'on a bien fait, le reconnaître, c'est hyper important. Mais voici pourquoi aujourd'hui, en partie, il y a un backlash. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir de toute façon de l'EDI depuis le départ. Mais les erreurs qui ont été commises, les choses qui ont été moins bien faites par les praticiens ou par les organisations, font qu'aujourd'hui, ça renforce ce discours anti-EDI vers quoi on va. Ça va ressembler à quoi l'EDI en 2025 et après? Est-ce qu'on va changer de terme parce que tout le monde n'en peut plus l'EDI? Ou est-ce qu'on va... Non, on va réaffirmer ce qu'on prône depuis le départ, l'inclusion, l'équité, la célébration de la diversité. C'est quoi l'avenir pour vous de Moi, j'allais dire, utiliser Jedi. Jedi, c'est cool. Mais il y a aussi DEIB. Tu sais, écoute, ça change tout le temps, là. Puis des fois, je ris parce que je suis comme, pour moi, c'est pas important qu'est-ce qu'on l'appelle, qu'est-ce qu'on fait, mais je comprends qu'il y a une réticence parce que, comme on a discuté au début, les gens comprennent pas c'est quoi la diversité. Alors, quand ils voient ça comme c'est l'autre, ils se sentent pas inclus, mais ça peut devenir comme un mot péjoratif, là. Mais moi, à l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais voir, et j'espère que je vais continuer à voir, c'est plus de discussions, plus de coaching, plus de travail personnel là-dessus versus, oui, OK, on a des stratégies, etc., mais ça, c'est la partie transactionnelle, mais plus de l'empathie, en fait, et vulnérabilité, en fait, parce que c'est ça que ça prend dans les entreprises aussi. C'est ça l'avenir de EDI ou DEI ou Jedi, qu'est-ce qu'on va l'appeler, là? Mais si on peut comprendre plus ça et continuer à respecter l'individu et comprendre que c'est quand même un travail qui, en anglais, je trouvais pas le mot en français, it's messy work. c'est pas facile. Puis c'est normal parce qu'on est des êtres humains, donc ce serait jamais facile. Mais cet aspect de vulnérabilité, donc dans le futur, plus de conversations, plus de discussions, et l'empathie les deux bords. Donc, autant que c'est important que quelqu'un dans une position de pouvoir, d'avoir l'empathie, puis des fois, c'est difficile. Des fois, on est frustré. Ah, pourquoi cette personne ne comprend pas? Mais il faut aussi que je me mette dans la soulier de quelqu'un qui, écoute, il a habité dans son coin, il n'a jamais eu de contact avec d'autres groupes culturels. Tu sais, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais à tout l'aspect de la langue au Québec, et protéger la langue, ça fait une autre couche de diversité ici. Il faut que moi aussi, je comprends d'où l'autre vient.
et sois empathique. Puis si on est empathique, mais là, on peut trouver une façon de gérer ces différences-là. Mais c'est comme cet aspect de polarisation, culpabilité, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup, Sima. Pour clôturer l'avenir pour toi, en quelques mots, Julie, l'avenir de l'EDI. Ouais, ça a été quelque chose que j'ai dû réfléchir. Pour moi, l'avenir de l'EDI, c'est de pouvoir se rendre compte que nous sommes tous des personnes au sein d'un système et que donc nous avons tous le pouvoir de pouvoir changer de système. Donc, si on veut voir un changement, il faut pouvoir qu'on voit le changement en nous-mêmes en premier. Nous sommes les premiers dans la première ligne. Parce qu'après ça, oui, on va dans des organisations, oui, on a des interactions avec d'autres, mais à la fin de la journée, nous interagissons tous ensemble. Tous les systèmes autour de notre société, la planète sont interconnectés de toute façon. Donc, il faut chacun bosser sur soi-même pour voir le changement qu'on veut voir, pour ensuite pouvoir influencer, reprogrammer, je dirais, rebalancer les systèmes autour de nous. Des praticiens, mais chacun est agent de changement. Oui, donc coaching, oui, des formations et beaucoup plus de conversations. Super. Pour moi, il faut travailler aussi sur les relations de pouvoir. On en parle peu, mais dans les organisations, souvent, quand ça bloque le DI, c'est là. Si on a des environnements de travail qui sont toxiques, bien, comment on veut parler de DI s'il y a des problèmes au niveau de la hiérarchie? Il faut nommer ces choses-là. Il faut faire des actions pour diminuer là, ce que ça a comme problème, ce que ça amène comme problème au travail. Et d'autres enjeux, sortir un peu sans minimiser ce qu'il y a pour des minorités ethniques ou d'autres minorités qui sont déjà visées par les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Il y a d'autres enjeux au travail, des enjeux liés à l'agisme, par exemple, de plus en plus. Quand je fais des diagnostics avec des organisations, problème d'agisme, problème de ci, problème de grossophobie, problème de ça. Il y en a de plus en plus d'enjeux qui émergent aussi en quelque sorte. Puis on se rend compte que dans la diversité, même dans le groupe majoritaire, il y en a plein d'enjeux qui sont là aussi. Donc, on est loin de l'étiquette de l'homme blanc ou de la femme blanche qui est juste privilégiée. Il y a plein d'enjeux. Et je pense que pour continuer sur ce que disait aussi Sema puis Julie, bien, ça prend de l'empathie, ça prend de la bienveillance. Il faut revenir à des valeurs de base comme le respect. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là si on veut que tout le monde puisse bénéficier du respect au travail et mieux vivre ensemble. Je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Sortir des mots qui sont peut-être galvaudés un peu, mais... Je pense qu'on a quand même... je ne sais pas si vous allez encourager ou décourager les personnes là qui nous écoutent parce que le menu est encore bien copieux. Oui. Mais je vous remercie d'avoir partagé avec moi toutes ces idées. On pourrait en parler pendant des heures de l'EDI et de manière générale de faire tomber les discriminations. C'est un travail qui continue en 2025 et après. Je vous remercie les personnes qui nous ont suivis et qui nous ont écoutés. L'EDI, c'est pas une formule miracle, mais intégrer chaque jour dans nos décisions quotidiennes, c'est des valeurs qui peuvent faire une différence pour réduire les inégalités et les discriminations ainsi que leurs effets.